Bonjour, bon réveil à toutes et à tous, bienvenue sur BFM TV, bienvenue sur le canal 13, BFM Première, c'est votre nouvelle matinale d'information et je suis très heureux de démarrer cette saison avec vous, Perrine. Plaisir partagé. Dominique, bon ça y est, c'est parti. C'est parti. C'est un moment, ça faisait des semaines, je peux vous dire qu'on attendait ce moment avec impatience. La promesse, elle est simple, cette nouvelle matinale, c'est vous raconter l'actualité chaque matin avec nos spécialistes, avec nos reporters, bien évidemment, et avec vous, avec vos témoignages. Beaucoup de nouveaux rendez-vous signés BFM, notamment des éditorialistes, des signatures qui viendront nous raconter l'actualité et qui rejoindront la matinale, qui nous livreront chaque matin leur point de vue sur l'international, sur la politique, leur coup de cœur et leur coup de gueule aussi parfois. On va parler aussi de votre quotidien, consommation, santé, immobilier, éco, voyage. On va essayer de vous réveiller du mieux possible chaque matin avec toute l'équipe que vous allez découvrir comme ça au fur et à mesure de la matinée, au fur et à mesure des jours. Aussi, je vais peut-être commencer par les nouveaux visages. Avec Alix Dauge. Bonjour. Bonjour Aline, bonjour Dominique. Bonjour Alix, c'est un vrai plaisir de vous avoir à nos côtés. Et vous allez nous parler chaque matin de culture. De culture, oui. Alors on va parler de cinéma, de musique, de séries, de théâtre, de littérature, d'exposition, de plein de belles choses tous les matins. Il y a des visages que vous connaissez bien évidemment sur les antennes de BFM TV, celui d'Emmanuel Le Chypre. Ravi Emmanuel de vous voir rejoindre cette matinale. Mais bonjour à tous, ravi. Bah ouais, moi. On parlera d'éco évidemment. Voilà, l'économie, alors la grande pour l'expliquer, et puis les petites économies aussi pour essayer de dépenser malin. C'est important. Absolument. Dépenser malin, la politique, évidemment, un rendez-vous incontournable. Alors c'est Anne-Sora Dubois qui nous rejoindra la semaine prochaine. En attendant, on a quand même une intérimaire de luxe pour nous accompagner ce matin. Marie Chantré, qui est la nouvelle chef du service politique. Absolument, je suis ravie de rejoindre BFM TV, ravie de vous accompagner en cette première matinale. Et la politique, il faut dire que la rentrée s'annonce chaude et chargée. Et puis la météo, avec vous, Kevin Fleury, c'est vous qui nous rejoignez chaque matin. Bonjour à tous. Justement, on va démarrer ce matin avec le temps qu'il fait. Et on commence avec un petit air de vacances. C'est des vacances qui sont encore là. 34 degrés ce matin à Bordeaux, Kevin. Oui, ça va chauffer avant le retour de l'automne. On en reparlera un peu plus loin pour la semaine. Des conditions météo très perturbées en lien avec cet ex-ouragan Erin. On a quelques orages aussi qui circulent entre la France et l'Espagne. C'est très localisé vers le Pays Basque. Et puis sinon, c'est du beau temps. Voilà le soleil pour vous. Ce matin, un ciel un petit peu plus voilé vers le sud dans l'après-midi. Puis ce vent que l'on surveille notamment avec un fort risque d'incendie. Les températures, je vous ai trouvé 4 degrés ce matin vers Reims. Donc c'est pas bien chaud cet après-midi, de la chaleur, un coup de chaud temporaire avec 34 degrés à Bordeaux et donc à Auch aujourd'hui. Un bon réveil à la une de ce journal de 6 heures. Cette question, François Bayrou parviendra-t-il à convaincre les Français qu'il faut faire des économies? C'est l'objectif en tout cas du Premier ministre qui tiendra cet après-midi une conférence de presse. Et la tâche s'annonce périlleuse alors que la grogne monte dans le pays, dans le viseur notamment la décision de supprimer 2 jours fériés, décision qui ne passe pas. Vers la piste d'un tueur en série à Choisy-le-Roi, près de Paris, après la découverte de 4 corps flottants dans la Seine il y a quelques jours. Le suspect mis en examen hier pour meurtre pourrait avoir agi par haine des homosexuels. Les derniers détails de l'enquête dans ce journal. La colère du Quai d'Orsay après les propos de l'ambassadeur américain en France. Charles Kushner accuse Emmanuel Macron de ne pas en faire suffisamment pour lutter contre l'antisémitisme. Le diplomate est convoqué aujourd'hui. Et puis ils ont choisi de partir plus tard que les autres en vacances et ils ont sans doute eu raison. Les septembristes, tarifs moins chers, plages moins chargées. La formule, vous le verrez, a de quoi séduire. Convaincre les Français qu'il est important, nécessaire, vital même pour la nation de faire des économies. C'est donc l'objectif que s'est fixé en cette rentrée François Bayrou. Et le chef du gouvernement va vous parler cet après-midi avec cette conférence de presse attendue à 16h alors qu'il voit monter la défiance dans tout le pays face aux mesures de rigueur annoncées cet été, services publics, assurance chômage et jours fériés supprimés. Il faut trouver, je vous le rappelle, près de 44 milliards d'euros et manifestement, vous avez encore besoin d'être convaincu. Reportage à Nantes et Toulouse, Stéphanie Forgeois, Bastien Dufour, Jérémy Paolini avec Théo Bassilana. Il a tenté tout au long de l'été de rassurer les Français depuis son bureau à Matignon. Dialoguer sur un certain nombre d'objectifs qui, c'est vrai, sont exigeants, difficiles. Sans le soutien des Français, cette tâche est impossible. Je me suis engagé à répondre à toutes les questions et vous avez très nombreux posé des questions et fait des suggestions. Des suggestions d'économie que vous nous avez partagées. Il faut qu'on travaille plus.
Et je pense que même si je suis à la retraite, je pense que même si quand j'étais à l'activité, j'aurais travaillé moi aussi volontiers plus. On peut s'interroger s'il ne vaudrait pas mieux peut-être supprimer 2 jours de congés payés, par exemple, et auquel cas, chacun pourrait utiliser ses vacances comme il l'entend. Une proposition revient régulièrement lorsque l'on échange avec vous. La taxation des plus riches. Aujourd'hui, c'est le citoyen moyen qui est hyper taxé. Nous, des petits commerçants, nous on paye, mais les gros ne payent pas. Donc il y a un problème quand même. François Bayrou, lui, mise sur le gel des prestations sociales, la suppression de 3000 postes de fonctionnaires ou encore la suppression de 2 jours fériés. Une dernière mesure que vous rejetez fermement. Supprimer les congés payés pendant qu'on y est, non? C'est quand même incroyable aujourd'hui qu'on dise aux Françaises et aux Français, alors on va supprimer le 8 mai pour finalement permettre de rééquilibrer le budget. Face à ces propositions qui divisent, vous êtes 70% à vouloir des manifestations pour protester contre le budget du gouvernement. Marie, on vient de les entendre, enfin on entend quelques Français, et les sondages le montrent aussi. Les Français sont majoritairement opposés à ce plan d'économie de François Bayrou. Que peut faire le Premier ministre pour tenter de les convaincre? Oh, que ça va être périlleux, Perrine, cet après-midi. Les Français y sont opposés, notamment sur ces 2 jours fériés, on l'a entendu. Les oppositions politiques également. Et même dans son propre camp, ils sont nombreux à critiquer cette mesure, au point de se dire, quand on a des amis pareils, on n'a pas besoin d'ennemis. Voilà ce que nous disait ce week-end un conseiller d'un ministre: geler les prestations, travailler 2 jours fériés sans gagner plus. La meilleure chose qui peut nous arriver, c'est la censure. Pas franchement optimiste. Alors il va falloir déminer, rassurer. C'est l'objectif de cet après-midi. L'entourage du Premier ministre a parfaitement conscience de cette grogne qui monte. Ce qu'on nous explique, c'est que si François Bayrou n'est pas prêt à faire de concessions sur le volume d'économie, vous le rappeliez, 44 milliards d'euros au total, sur la méthode, il y a peut-être des moyens de négocier. Certains estiment même que la suppression de ces jours fériés pourrait être amendée lors des négociations à venir sous la forme d'une mesure offerte comme un cadeau aux oppositions. En gros, explique un député, vous commencez avec 2 jours fériés, peut-être qu'à la fin, il peut y en avoir qu'un. François Bayrou ferait ainsi une concession marquante, une forme de cadeau aux oppositions pour arracher un accord de non-censure. La ficelle est un peu grosse. Mais avec ce vieux renard en politique, eh bien, elle peut avoir un peu de sens. Alors, que dira François Bayrou? Annoncera-t-il des concessions? Eh bien, vous le saurez en regardant BFM TV, édition spéciale durant cette conférence de presse de François Bayrou, à suivre aujourd'hui à partir de 15h. L'autre grand titre de l'actualité, c'est cette enquête qui se poursuit après la découverte de 4 corps il y a quelques jours près de Choisy-le-Roi, près de Paris, des corps retrouvés flottant dans la Seine il y a une dizaine de jours et pour lesquels un jeune SDF a été mis en examen hier pour meurtre. C'est difficile d'établir à ce stade avec certitude un mobile ou de savoir ce qui a déclenché ce passage à l'acte. Parmi les théories envisagées, la piste d'une série de crimes homophobes qui seraient peut-être liés donc à l'orientation sexuelle des victimes. Boris Karlamov, le suspect, reste pour l'instant muet. Oui, un suspect qui a fait le choix d'exercer son droit au silence. Il reste mutique, n'a fait ni aveu, n'a donné aucune explication quant aux faits qui lui sont reprochés à la fois lors de ses 4 jours de garde à vue et à la fois lors de l'interrogatoire de première comparution dans le bureau du juge d'instruction. Il existe aujourd'hui un sérieux doute quant à son identité. Lui se présente comme Ahmed Ben Ali, né à Oran, en Algérie, le 6 février 2000. Mais selon les enquêteurs, il s'appellerait Mondji et serait de nationalité tunisienne. Ce suspect, ce son domicile fixe, il habitait dans un squat au bord de Seine, à Choisy-le-Roi, tout près des lieux de la découverte des corps. S'il n'existe aujourd'hui aucune hypothèse privilégiée par les enquêteurs de la brigade criminelle, ces derniers le suspectent d'avoir commis ces crimes en série pour des motifs homophobes qui seraient peut-être liés à l'orientation sexuelle de ses victimes. Une aversion qui pourrait notamment découler de la religion du suspect, adepte de l'islam salafiste, très rigoriste et conservateur. Mais oui, mais voilà, c'est une piste comme une autre. Seules les investigations à venir pourraient ou non confirmer cette hypothèse. Voilà pour les précisions de Boris Karlamov. Cette image spectaculaire, à présent, regardez, c'était hier en début de soirée dans le Finistère, alors qu'il intervient sur un incendie dans le secteur de Rosporden. Cet hélicoptère bombardier d'eau, regardez, ne parvient pas à redécoller et s'abîme complètement dans les temps et finit par s'écraser. Alors le bilan est aussi miraculeux que les images sont impressionnantes puisque le pilote et l'officier sapeur-pompier ont pu s'extraire à temps de l'appareil, nager jusqu'à la rive grâce notamment à l'aide de vacanciers qui campaient tout près. On va vous raconter cette histoire dans le journal de 6h30. L'ambassadeur américain en France convoqué aujourd'hui par le Quai d'Orsay pour des propos jugés inacceptables. Charles Kushner, c'est son nom. Il s'en est pris dans un courrier à Emmanuel Macron qui l'accuse de ne pas en faire
faire suffisamment pour lutter contre l'antisémitisme? Paris rappelle qu'un diplomate n'a pas à se mêler des affaires intérieures, des accusations qui interviennent quelques jours après les critiques du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à l'égard du président français. Antoine Fernandez. C'est un courrier incisif, directement adressé à Emmanuel Macron. Dans une lettre datée de ce lundi, l'ambassadeur américain en France, Charles Kushner, dénonce ouvertement une absence d'action suffisante contre l'antisémitisme en France. Des déclarations qui vilipendent Israël et des gestes en reconnaissance d'un État palestinien encouragent les extrémistes, fomentent la violence et mettent en péril la judéité en France. Il ne se passe pas un jour en France sans que des juifs soient agressés dans les rues, des synagogues et des écoles dégradées, et des entreprises appartenant à des juifs vandalisées. En poste à Paris depuis à peine plus de 2 mois, Charles Kushner est un très proche de Donald Trump. Son fils Jared est marié à Ivanka Trump, la fille aînée du président américain. Sa parole apparaît donc comme une réflexion directe du locataire de la Maison-Blanche. Ces accusations ont fait vivement réagir le ministère des Affaires étrangères français. L'ambassadeur américain est d'ailleurs convoqué ce lundi au Quai d'Orsay pour s'expliquer. Les allégations de l'ambassadeur sont inacceptables. Elles vont à l'encontre du droit international, en particulier du devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures des États. Elles ne sont par ailleurs pas à la hauteur de la qualité du lien transatlantique entre la France et les États-Unis et de la confiance qui doit en résulter entre alliés. Une lettre qui intervient seulement quelques jours après une première charge de Benjamin Netanyahou, aussi à l'encontre du président de la République. Le Premier ministre israélien affirmait que la reconnaissance d'un État palestinien par la France alimenterait le feu de l'antisémitisme dans le pays. La tour Eiffel illuminée, regardez, aux couleurs du drapeau ukrainien, jaune et bleu. Hier soir, le monument s'est paré de jaune et de bleu en soutien au peuple ukrainien à l'occasion de la fête de l'indépendance du pays célébrée tous les 24 août. Venons-en à la rentrée. Ça y est. Elle approche. Enfin, pour nous, c'est déjà la rentrée ce matin, peut-être pour vous aussi, mais pour les plus jeunes, ce sera la semaine prochaine. Lundi prochain, pour les écoliers, vous êtes d'ailleurs nombreux, effectivement, à avoir retrouvé le chemin du bureau. Eh bien, figurez-vous que pour certains, la rentrée, c'est pas tout de suite. Les vacances démarrent. En revanche, pour beaucoup, ils ont fait le choix de travailler tout l'été et pour partir après les autres. C'est moins cher, il y a moins de monde sur les plages. Les avantages, vous allez le voir, sont nombreux. Victor Labay avec Léa Morel. Cet été, vous voulez profiter de la douche pour se rincer l'eau de mer, peut-être, n'hésitez pas. Cédric et sa famille ont choisi de partir lorsque tout le monde revient. À la plage, on est tranquille, quoi. Ouais, c'est plus sympa et plus tranquille, il y a moins de monde, plus d'espace. Une ambiance plus calme, appréciée par les professionnels. Ça permet de prendre le temps avec les gens. Et les gens nous le rendent bien, vraiment tout le monde est sympathique. C'est vraiment une ambiance travail et vacances en même temps. La fin de l'été approche aussi dans cet hôtel. Alors il nous reste encore quelques chambres pour ce soir? Oui, il nous reste quelques chambres. Alors pour attirer les touristes, on est forcément obligé de baisser un petit peu les prix, de l'ordre d'à peu près de 25% par rapport à la période très haute. Et puis les prix continuent à descendre jusqu'à arriver début septembre. Une baisse des prix bienvenue pour ces vacanciers. Sur 2 semaines, ils économisent jusqu'à 700 € d'hébergement par rapport à début août. On va profiter pour faire des repas à l'extérieur ou à l'hôtel. Ça va couvrir un peu nos frais de vacances autres que le séjour. Selon une enquête Easy Voyage, 27% des Français partent en vacances en septembre, soit autant qu'en juillet. L'écho, Emmanuel, parallèlement à cette conférence de presse, aujourd'hui de François Bayrou, le gouvernement relance aussi les concertations avec les partenaires sociaux autour de cette fameuse mesure qui crispe la suppression de 2 jours fériés. Bonne idée ou provocation ? Ah oui, alors il a beaucoup écrit au syndicat cet été, François Bayrou, mais c'est vrai que la mesure phare, celle qui est la plus spectaculaire, c'est cette proposition de supprimer 2 jours fériés. Alors pour le moment, on parle du lundi de Pâques et du 8 mai pour les salariés du privé comme pour les salariés du public. Alors c'est vrai que sur le papier, cette proposition, elle a 2 mérites aussi limpides. Vous savez que des calculs automatiques sur un tableur Excel, c'est un peu ça l'idée. D'abord, premier mérite, faire travailler davantage les Français. Sachant que la France est le grand pays, il faut le rappeler, dans lequel on travaille le moins au regard du nombre d'heures travaillées par habitant. Et puis, deuxième ambition, remplir les caisses de l'État, puisque ces 2 jours de travail supplémentaires seraient censés rapporter plus de 4 milliards d'euros. Donc le message est clair, il faut travailler plus si on veut préserver notre modèle social. Alors concrètement, pour les salariés, expliquez-nous comment ça va fonctionner. Alors la logique, elle est la même que pour la journée de solidarité de Pentecôte. C'est 2 jours
journée, donc ce serait 2 fois 7 heures de travail offertes par les salariés, ce qui reviendrait à leur coûter quand même 8 milliards d'euros aux salariés. Donc là, vous avez bien compris, on n'est pas dans le travailler plus pour gagner plus, comme ce fut le cas à une époque. On est dans le travailler autant, enfin travailler plus pour gagner pareil. Même moins en taux horaire, du coup. Alors, en taux horaire, c'est absolument vrai. Alors, dans cette logique, l'entreprise est gagnante parce qu'elle bénéficie de 2 jours de travail finalement gratuite. Donc, la logique, c'est qu'on lui fait payer en contrepartie une cotisation supplémentaire. Donc, ça coûte 8 milliards aux salariés. Les entreprises en redonnent 4 à l'État et elles en gardent 4 au passage. Ça va être facile à mettre en place? Non, ça va être très compliqué. Ça va être compliqué d'abord techniquement parce que toutes les entreprises n'ont pas les mêmes contraintes, les mêmes rythmes. On a vu d'ailleurs à l'occasion de la mise en place de la journée de Pentecôte que c'était compliqué. Donc depuis 2008, les entreprises elles peuvent organiser ça comme elles veulent. Vous avez même la SNCF qui a décidé de faire 1 minute 52 par jour pour effectivement cette journée de solidarité. Il y a des contraintes aussi qui sont des contraintes économiques. Concrètement, l'impact sur la croissance, il va être plutôt négatif. Et puis le problème de l'économie française, c'est pas de faire travailler plus ceux qui ont déjà du boulot, c'est de faire travailler plus de Français. Or là, si vous faites travailler davantage ceux qui ont déjà du travail, ça représente à peu près 150 à 180 000 équivalents temps plein. Donc c'est pas très bon pour l'emploi. Et puis, qu'est-ce qui va se passer sur l'organisation finalement de cette journée? Est-ce que les écoles vont être fermées ou pas? On voit bien que pour le lundi de Pentecôte, ça pose des problèmes. Et puis ça va être compliqué aussi politiquement. Est-ce que ça ne pénalise pas trop les bas salaires? Et ça va être un des éléments du débat. Et puis surtout, l'opposition, elle est quand même très forte. Vous avez 7 à 8 Français sur 10 qui sont contre. Vous avez 7 à 8 patrons qui sont contre. Vous avez les syndicats qui sont contre. Franchement, ça fait beaucoup d'obstacles à surmonter pour une idée qui n'est pas économiquement peut-être la plus pertinente. Va-t-il tenir sur ces mesures, sur cette mesure? On verra ça tout à l'heure lors de la conférence de presse à 16h. Merci Emmanuel. Un hélicoptère qui se crache en faisant le plein d'eau dans un étang du Finistère. Scène rare et spectaculaire, c'est l'image du matin. On vous racontera dans un instant comment l'équipage a réussi à s'en sortir. Et puis à suivre dans un instant un nouveau rendez-vous dans BFM Première parce que l'information se vit aussi sur le terrain à vos côtés parce qu'il est important de vous entendre. Thomas Herman, on va parcourir la France toute la semaine et on le retrouvera chaque matin quelque part. Bonjour Thomas. Pour démarrer, ce Tour de France, c'est le département de l'Aude que vous avez choisi et dont on a beaucoup parlé cet été. Avec plus de 17 000 hectares parcourus, 35 maisons détruites, une quarantaine de véhicules brûlés, nous sommes ce matin aux côtés des sinistrés. À tout à l'heure Thomas, la culture avec vous Alix. Oui, je vous parle d'une bande dessinée culte, Les Légendaires, qui arrive très bientôt au cinéma et on a les toutes premières images à vous montrer. Avant cela, un œil sur le temps avec vous, Kevin. Je vous propose du soleil pour débuter la journée. C'est plutôt pas mal. Attention, quelques orages quand même localisés dans le sud-ouest de la France, vers le Pays Basque. Ça tonne localement. Température assez basse, 4 degrés dans la région de Charleville-Mézières. Ça, c'est pour ce matin. Cet après-midi, on se rattrape. Coup de chaud temporaire vers Bordeaux, avec jusqu'à 34 degrés. Donc cet après-midi. Bon réveil avec Week-end Première. L'actualité ce matin, c'est cette image spectaculaire, le crash d'un hélicoptère bombardier d'eau dans un étang du Finistère. Il s'est abîmé dans cet étang alors qu'il venait récupérer de l'eau pour éteindre l'incendie d'une habitation toute proche. Et tout s'est passé en quelques secondes. On a même l'impression que l'hélicoptère va se détruire. Il n'y a pas eu de victimes, on a évité le drame et ça c'est grâce au sang-froid du pilote, c'est grâce au sang-froid du copilote. On vous raconte tout ça dans un instant dans le journal de 6h30. C'est donc l'un des nouveaux rendez-vous dans cette nouvelle matinale. Il y en a beaucoup des rendez-vous chaque matin. Thomas Herman, on va vous retrouver sur la route. Vous allez nous raconter l'actualité avec ceux qui la vivent quelque part en France et ceux qui l'ont vécu où vous êtes ce matin dans l'Aude, un département durement éprouvé cet été par les incendies.
Oui, souvenez-vous, c'était il y a 3 semaines, ce feu hors de contrôle, réparti sur une quinzaine de communes du département de l'Aude. Et cette image ce matin encore présente, ces camions de pompiers présents dans la ville qui ont été à pied d'œuvre il y a 3 semaines pour lutter contre ce feu très actif. 35 habitations qui ont été détruites sur ce feu qui a parcouru 17 000 hectares, une quarantaine de véhicules calcinés, des milliers d'habitants évacués préventivement. Nous serons à leur côté ce matin pour revenir sur cet incendie et puis surtout l'après, les assurances, la reconstruction, comment ça se passe. On fait le point à 7h45 notamment avec un couple de sinistrés qui ont perdu leur maison. Merci beaucoup Thomas Herman. On vous retrouvera un petit peu plus tard. On vous emmène ce matin avec vous, Alix, dans les coulisses d'une des plus grosses sorties cinéma attendue début 2026, l'adaptation en film d'animation des Légendaires. Et on va découvrir les toutes premières images de cette saga à succès qui a débuté quand même en librairie. C'était quoi, il y a plus de 20 ans, c'est ça ? Plus de 20 ans, en 2004, oui. Alors les Légendaires, c'est avant tout une bande dessinée. Regardez d'ailleurs, j'en ai ramené quelques-unes cadeaux. Cadeaux de rentrée. Alors il y a 23 tomes, j'en ai 3. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde ce matin. Il y a 23, il existe 23 bandes dessinées, 23 tomes, et on parle vraiment d'un phénomène. C'est une bande dessinée culte, 10 millions d'exemplaires vendus, et ce succès, on le doit à un Français, au Français Patrick Sobral. C'est lui qui a imaginé tout l'univers fantastique des Légendaires. Alors les Légendaires, ce sont, vous les apercevez, ce sont ces super-héros, ces 5 super-héros redevenus des enfants après une malédiction. Voilà, ça c'est pour l'intrigue. Et ça a été un tel carton, c'est un tel carton qu'il y a eu donc plusieurs tomes, il y a eu des bandes dessinées dérivées, il y a eu des mangas, il y a eu une série télé, et enfin donc le cinéma s'en empare avec un film d'animation qui sortira en janvier prochain. Et on va regarder tout de suite les premières images. Ça a l'air sympa. En tout cas, les premières images donnent envie. Le risque avec une adaptation, c'est qu'on perde un peu l'esprit original. Est-ce que c'est le cas ? Alors non, là le film tout d'abord s'inspire des 3 premiers tomes. Et c'est important aussi de le savoir, le dessinateur Patrick Sobral a participé au projet, à l'écriture du scénario, donc que les fans de la bande dessinée se rassurent. On va retrouver l'univers bien spécifique des Légendaires. Et évidemment, il y aura des nouveautés, l'histoire est totalement inédite. Il y aura aussi de nouveaux personnages. Donc voilà, là vous apercevez les toutes premières images. Maintenant, je vous emmène dans les studios, là où le film a été créé. Et ce qui est assez inédit, ce qui m'a frappé moi, c'est qu'ils ont utilisé un logiciel de jeu vidéo pour créer certains effets spéciaux. En fait, au niveau de la création, c'est beaucoup plus fluide. Les équipes peuvent créer les décors presque en temps réel sans forcément passer par le dessin. Donc c'est beaucoup plus rapide, et ça donne aussi quelque chose de beaucoup plus réaliste. Et ça, au début, ça a un petit peu inquiété le dessinateur Patrick Sobral. C'est ce que nous a confié le réalisateur Guillaume Ivernel. Écoutez. Sobral, au début, ça a été compliqué pour lui, avec des dessins 2D, de transposer le fait que ce soit en 3D et de voir ce que ça donnait. Il y a eu beaucoup de phases où j'ai dû le rassurer, lui dire non mais tu vas voir, ça va être bien. Il était un petit peu stressé, ce qui est normal, c'est son bébé, c'est son univers depuis 20 ans. Il y a un truc qui m'a beaucoup touché, c'est que la productrice lui a amené ce qu'on appelle l'animatique, c'est-à-dire c'est le storyboard, c'est comme des petites cases de BD, mais qu'on a monté, animé avec de la musique, qui est la base du film. Et en fait, quand elle lui a présenté ça, apparemment, elle m'a dit, au milieu du film, il a versé une larme, ce qui est le plus beau compliment de la Terre. Le plus beau compliment de la Terre. Bon, il va quand même falloir attendre un petit peu pour les fans. 5 mois, film qui a bénéficié de très gros moyens. Oui, 15 millions d'euros de budget, donc ce qui est conséquent pour un film d'animation français. Il a fallu du temps aussi, 7 ans de développement, 3 ans rien que pour l'animation. Donc je peux vous dire que le lancement des Légendaires sera à la hauteur de l'événement. On prévoit déjà une 50aine d'avant-premières dès novembre. Et d'ailleurs, cadeau rien que pour vous, je vous montre en exclu un nouveau teaser. Je veux voir les Légendaires au cinéma. Jeune fille, le film ne sort que le 28 janvier 2026. Je suis sûre qu'il y a des avant-premières. Marraine, j'ai un message important. Le film Les Légendaires sera disponible pour les arbres de Noël et les séances privées dans tous les cinémas à partir de novembre. Ma chérie, ne t'avise pas d'y aller sans nous. Empêchez-la de se gaver de popcorn. C'est dommage. D'accord. On ira découvrir ça en salle. Merci beaucoup, Alix. La météo, Kevin.
Bientôt 6h30, bon réveil avec BFM Première. Une image pour commencer ce matin, image spectaculaire, celle du crash d'un hélicoptère bombardier d'eau dans un étang du Finistère. On est passé tout près du drame, l'équipage heureusement est sain et sauf, récit à suivre. Lui passera-t-il le crash test du budget? Sous la menace d'une censure, François Bayrou va parler aux Français aujourd'hui à 16h pour les convaincre et déminer le terrain avant un mouvement potentiellement explosif du 10 septembre. Ira-t-il jusqu'à lâcher du lest sur l'aide de suppression des 2 jours fériés? Elles devaient être bannies. Elles sont pourtant encore partout. Le business de la puff, cette cigarette électronique jetable très prisée des ados, est encore florissant malgré l'interdiction de la vente. Notre enquête à suivre. Et puis le baisser de rideau pour Madame Ginette. À 86 ans, elle range son tablier et ferme son café. Institution d'une petite ville de Moselle où tout le monde s'est un jour arrêté. Son histoire, c'est celle de ces lieux de vie qui ferment les uns après les autres. Si l'histoire se finit bien, c'est grâce au sang-froid du pilote et de son copilote, leur professionnalisme, mais ça aurait pu être dramatique tant les images de ce crash sont impressionnantes. Un bombardier d'eau qui intervenait dans un étang pour éteindre le feu d'une habitation s'est écrasé dans un étang du Finistère alors qu'il menait une opération d'écopage. L'équipage a réussi à s'extraire de l'appareil et à nager jusqu'à la rive. Jérémy Paolini avec Antoine Fernandez. Il intervenait ce dimanche dans la soirée sur un incendie menaçant une habitation dans le secteur de Rospordin. Et c'est lors d'un écopage que l'hélicoptère bombardier d'eau est entré en contact avec la surface de l'étang, entraînant la chute de l'engin. Sur place, ce témoin assiste à la scène. Présent avec des amis, il porte secours au pilote et à l'officier de sapeurs-pompiers présent à bord. Les 2 passagers sont sains et saufs. Après la vidéo, il y a un ami à moi qui prend son paddle et qui commence à aller jusqu'à les voir. Ils sont sortis du truc, ils ont dit on n'est pas blessé et tout va bien. Du coup, il y a des gens qui ont été les chercher. Un accident rare, alors que l'appareil avait déjà été utilisé tout au long de la journée, notamment sur un incendie de végétation, où il avait effectué pas moins de 27 largages. Soit c'est une erreur de pilotage, et l'hélicoptère est descendu trop vite pour se recharger en eau, soit c'est un problème technique, et le pilote n'a pas réussi à freiner la descente de l'hélicoptère. L'hélicoptère, toujours dans l'eau, devrait être retiré ce lundi. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes précises de cet accident. Les enquêteurs ont-ils mis la main sur un tueur en série? Les investigations se poursuivent après la découverte de 4 corps il y a 15 jours dans la Seine et semblent s'orienter vers un scénario sordide. Le suspect, c'est un mystérieux sans-abri algérien qui a été mis en examen pour les 4 meurtres. Tous ont été tués en moins de 16 jours. Le mobile pourrait être homophobe. Marie Roux, Paul Conge avec Théo Bassilana.